Salut à tous, aujourd'hui nous allons remonter le temps pour découvrir des figures noires remarquables presque oubliées par l'histoire. De princesses italiennes à espionnes révolutionnaires et millionnaires énigmatiques, leurs vies fascinantes ont été largement ignorées. Alors, rejoignez-moi pour explorer tout cela et bien plus encore. En 1905, J.P. Morgan engage Belle de Costa Green comme bibliothécaire personnelle. Ils sont vite devenus proches, suscitant des rumeurs de liaisons scandaleuses. Finalement, elle a transformé sa collection en l'une des plus grandes bibliothèques du monde, gagnant des millions au passage. Mais Belle avait un secret choquant, un secret qui, s'il était révélé, aurait pu tout ruiner. Belle de Costa Green naît Belle Marion Greener le 26 novembre 1879 à Washington, D.C. Mais son nom de naissance ne serait pas retenu par l'histoire. Comme nous le verrons bientôt, elle changera plus tard de nom pour certaines raisons. Le père de Belle était Richard T. Greener. Il a été le premier Afro-Américain diplômé du Harvard College en 1870, une avancée qui a lancé sa carrière influente. Il est ensuite devenu éducateur reconnu, lobbyiste politique et leader de la communauté noire à Washington, D.C. Son héritage s'est accru en devenant doyen de la faculté de droit de l'université Howard. La mère de Belle, Geneviève Ida Fleet Greener, venait d'une famille progressiste et influente de Washington. Elle a aussi été éducatrice et musicienne. Belle a grandi dans un foyer d'intellect, d'art et d'ambition, un environnement qui a fortement marqué sa jeunesse. Geneviève et Richard ont eu 6 enfants après leur mariage en 1874. La jeunesse de Belle fut aisée et libérale pour une famille afro-américaine de l'époque, mais aussi tumultueuse. Son père connaissait une ascension, occupant des postes influents dans le gouvernement et l'éducation, comme au bureau du contrôleur du Trésor américain, et comme secrétaire de l'association du Monument Grant. Belle et ses frères et sœurs recevaient à Washington une éducation à domicile bien plus avancée que la norme de l'époque. La famille côtoyait aussi de nombreux intellectuels et figures afro-américaines majeures, dont Frédéric Douglass et Webb Du Bois. Plongée au cœur même de la lutte pour le progrès racial, la famille fut cependant rapidement déchirée par une révélation dévastatrice. Richard découvrit que sa femme, Geneviève, avait déclaré leur famille comme blanche lors d'un recensement. Pour un homme engagé pour les droits civiques, c'était une profonde trahison, de son travail comme de leur identité. Ils se sont séparés à la suite de cela, bien qu'ils n'aient jamais divorcé. Richard s'est installé en Asie pour un poste à Vladivostok, récemment acquis par l'Empire russe après la Seconde Guerre de l'opium contre la Chine. Là-bas, il a épousé bigamement Michi Kawashima, une japonaise, et a eu 3 enfants avec elle. Après la séparation de leurs parents, Belle et ses frères et sœurs ont discrètement changé leur nom de famille de Greener en Green, en retirant le R. Belle a délaissé son deuxième prénom, Marion, pour prendre d'Acosta et revendiquer une ascendance portugaise, expliquant ainsi son teint plus foncé. Sa mère s'est aussi fait passer pour européenne, modifiant son nom de jeune fille en Van Vliet pour paraître néerlandaise. Il ne pouvait se permettre cela et se faire passer pour d'origine européenne, malgré le fait qu'il soit afro-américain, que parce que la famille avait la peau relativement claire. Avec le temps, ces inventions se sont renforcées, coupant complètement les liens avec leurs racines afro-américaines. Belle et ses frères et sœurs se sont également éloignés de leur père, et bien qu'il ait vécu jusqu'en 1922, Belle ne l'a presque jamais vu à l'âge adulte. En 1896, Belle a obtenu un poste au Northern Cemetery for Young Ladies dans le Massachusetts avec une bourse d'études. Elle est restée 3 ans ici avant de travailler à l'école d'été du Amherst College. Ce poste, bien que bref, a été formateur et lui a permis d'étudier le catalogage et l'archivage en bibliothèque. C'était une époque où les gouvernements et les institutions tentaient d'organiser et de cataloguer d'immenses archives de documents qu'ils avaient accumulés pendant plusieurs siècles et qui, bien souvent, traînaient dans des sous-sols sous la forme d'une masse gigantesque de documents.
En 1902, muni d'une formation avancée et d'un cursus spécialisé de bibliothécaire d'Amherst, Bell fut recrutée par l'université de Princeton pour travailler dans sa prestigieuse bibliothèque et ses archives. Durant les 3 années suivantes, elle a perfectionné son savoir-faire et acquis une expérience précieuse en appliquant la théorie. C'est là qu'elle rencontra Junius Spencer Morgan II. Junius était le neveu de Jean-Pierre Pont-Morgan, le financier d'entreprise le plus riche et puissant de l'époque. Comme d'autres titans des guildes, la famille utilisait sa richesse pour la philanthropie, et Junius était un mécène reconnu de la bibliothèque et de la collection d'art de Princeton. Impressionné par l'expertise de Bell, il la recommanda à son oncle en 1905 lorsque celui-ci voulut engager un archiviste et bibliothécaire pour organiser sa vaste collection de livres et documents. Ce serait le début d'une nouvelle vie fascinante pour Bell. Avant de devenir la célèbre Morgan Library and Museum, ce trésor culturel fut initié à la fin des années 1850 par le jeune J.P. Morgan. Morgan, à peine dans la vingtaine, était fasciné par l'écriture manuscrite et collectionnait des spécimens rares, développant ainsi une passion durable pour l'écrit. Ce n'était que le début. À mesure que la richesse de Morgan montait en flèche, son appétit insatiable pour la collection grandissait lui aussi. Cette fascination a donné naissance à un empire impressionnant de livres rares, manuscrits, vitraux, dessins et sculptures anciennes. En 1905, quand Bell le rencontra, les collections de Morgan formaient un labyrinthe chaotique de trésors. Un beau désordre d'artefacts sans ordre. Une bibliothèque, après tout, n'est utile que dans la mesure où l'on peut s'y retrouver sans structure. C'est un bâtiment rempli de merveilles introuvables. Bell, avec son esprit vif et sa vision novatrice, est intervenue pour transformer la collection, mais serait-elle à la hauteur de la tâche ? Quand Bell de Costa Green a-t-elle été engagée ? En 1905, la future bibliothèque Pierpont-Morgan était loin d'être l'institution publique qu'elle est aujourd'hui, cachée dans un bâtiment privé sur Madison Avenue. C'était essentiellement le trésor personnel de J.P. Morgan. Bell est devenue la bibliothécaire personnelle de Morgan, chargée de gérer la montagne de documents. Avec précision, elle a catalogué la collection par thème et type, transformant le chaos en ordre. Pour la première fois, les objets étaient retrouvés sans longue recherche, transformant le désordre en bibliothèque fonctionnelle. Mais Bell ne s'est pas arrêtée là. Au fil des ans, elle a organisé des événements et expositions, dévoilant la collection privée de Morgan. Avec le temps, Bell a dépassé son rôle de bibliothécaire. Elle est devenue la confidente et l'assistante personnelle de Morgan. La réputation philanthropique des Morgan attirait de plus en plus de demandes de financement pour des projets artistiques, universitaires et culturels. Tous convoitèrent la fortune du célèbre banquier. Bell, avec son instinct aiguisé et son œil avisé, endossa le rôle de gardienne. Elle devint la première défense, sélectionnant avec soin les prétendants et ne laissant passer que ceux jugés dignes de Morgan. La proximité de Bell et Morgan a vite fait naître des rumeurs sur une relation non professionnelle, rumeurs qui durent depuis plus d'un siècle. En 1905, Bell avait 26 ans et J.P. Morgan 68 lors de leur rencontre. Bien qu'il fût marié, il était connu pour ses manières de séducteur et avait de nombreuses maîtresses. Green a avoué avoir eu un grand béguin pour lui. Elle n'a jamais confirmé ni démenti ces rumeurs, mais à la question sur Morgan, elle aurait répondu « Nous avons essayé ». Était-ce une taquinerie ou un aveu énigmatique ? La vérité demeure insaisissable. Mais quand on regarde la confiance extraordinaire et la richesse que Morgan lui a accordée, on pourrait être convaincu qu'il se passait vraiment quelque chose. Bell a fini par toucher un salaire étonnant de $10 000 par an, soit plus de $300 000 actuels, une somme inouïe pour un bibliothécaire. Lorsque Morgan est décédé en 1913, il lui a également légué la somme stupéfiante de $50 000 dans son testament, l'équivalent de plus de 1,5 million de dollars aujourd'hui. Pourquoi tant de générosité ? L'a-t-il rendu millionnaire uniquement en raison de son travail incroyable, ce qui est indéniable, ou bien quelque chose de plus profond les liait-il ? Se pose aussi la question de ce que Morgan savait sur les origines de Bell.
Elle se faisait passer pour une Portugaise blanche, mais était en réalité une femme noire ayant façonné son identité pour franchir les barrières raciales de l'époque. Après tant d'heures passées ensemble à travailler, voyager et discuter, Morgan pouvait-il vraiment ignorer la vérité, ou a-t-il préféré détourner le regard, séduit par son intelligence et son charme? Malheureusement, il n'existe aucune preuve définitive de tout cela, et on ne peut que spéculer. Le consensus aujourd'hui est qu'ils n'étaient improbablement pas amants et que Morgan ne connaissait pas la véritable identité de Belle. Dans les années 1910, il était évident que Belle occupait un rôle bien plus important qu'une simple bibliothécaire. Elle gérait l'institution et enrichissait ses collections. Elle ne devient directrice qu'aux années 1920. Dès 1908, elle voyageait régulièrement à travers le monde pour assister à des ventes aux enchères et rencontrer des collectionneurs afin d'acquérir de nouveaux objets. Morgan, puis son fils et héritier J.P. Morgan Jr., lui faisaient totalement confiance et laissaient dépenser leur argent à sa guise. Les intérêts de Belle ont guidé le développement de la bibliothèque et du musée au début du XXe siècle. Elle s'intéressait aux manuscrits médiévaux. Et par conséquent, la Morgan Library and Museum possède aujourd'hui l'une des plus grandes collections de manuscrits enluminés et de peintures miniatures médiévales au monde. Un objet précieux est l'un des premiers et des plus richement illustrés exemplaires de La Mode d'Arta de Thomas Malory, un classique médiéval. Belle a payé $50 000 pour cet ouvrage lors d'une vente aux enchères en 1911. Belle s'intéressait aussi à l'art et à la littérature orientaux, africains et asiatiques, issus de l'Afrique précoloniale, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, avant l'influence occidentale. Elle a acquis des pièces telles que l'évangéliaire éthiopien du XIVe siècle, une collection d'évangiles chrétiens d'Éthiopie. L'église éthiopienne capotique s'était développée isolément du reste du monde chrétien. Souvent, lors des enchères pour de tels objets, Belle adoptait une attitude agressive, refusant de se laisser dépasser lorsqu'elle avait repéré quelque chose de particulièrement précieux. Elle avait l'œil vif et ne dépensait pas pour des objets inutiles. Dans les années 1920, Belle supervisa la transformation de la Morgan Library, passant d'une institution privée à une institution entièrement publique. La bibliothèque Pierpont Morgan ouvrit ses portes en 1924 avec Belle comme première directrice officielle, un poste qu'elle occupera pendant près d'un quart de siècle. Au départ, elle ne pouvait accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois, mais la bibliothèque s'est agrandie avec de nouvelles annexes à mesure que ses collections et sa popularité augmentaient. À la fin de son mandat, la bibliothèque comptait des milliers de livres et manuscrits rares, des dizaines de milliers d'objets artistiques et muséaux et des centaines de milliers d'ouvrages moins rares. Belle était une pionnière, bibliothécaire et collectionneuse remarquable, célèbre aussi pour son allure flamboyante dans la société new-yorkaise. Elle s'habillait avec faste, souvent avec des chapeaux à grandes plumes. Dans les années 1920, au temps du Bourbon Salt Jazz Field, elle était souvent vue un verre et une cigarette à la main. Elle rappelait souvent qu'être bibliothécaire ne l'obligeait pas à être réservée ou silencieuse. Elle ne s'est jamais mariée, sans doute car on attendait des femmes qu'elles arrêtent beau de travailler après avoir eu des enfants. Cependant, elle a trouvé l'amour. En 1909, elle a croisé la route de Bernard Berenson, un célèbre expert de l'art de la Renaissance. Ils ont noué une relation de plusieurs décennies, mêlant amour, amitié et partenariat intellectuel. Ils ont échangé des lettres passionnées et passé du temps ensemble en Europe et Amérique. Malgré leurs liens, ils n'ont jamais vécu ensemble car Bernard était marié et Belle tenait à son indépendance. Sa mère Geneviève a vécu avec elle pendant une grande partie de sa vie ultérieure, et Belle a également joué un rôle important dans l'éducation de l'un de ses neveux. Belle n'a quitté son poste de directrice de la bibliothèque Pierpont Morgan qu'en 1948 à plus de 60 ans. Elle était alors en mauvaise santé. Lorsqu'une exposition a été organisée à la bibliothèque un an plus tard pour présenter ses œuvres acquises, elle a dû y assister en fauteuil roulant. Elle est décédée un an plus tard, le 10 mai 1950 d'un cancer à l'hôpital Saint-Luc de New York. Elle avait 70 ans. Le New York Times a annoncé sa mort, la présentant comme l'une des bibliothécaires les plus célèbres du pays.
Green ayant détruit la plupart de ses documents personnels avant sa mort, de nombreux aspects de sa vie et de son œuvre demeurent obscurs. Ses lettres à Bernard, de février 1909 à mars 1949, constituent la collection la plus complète de ses documents personnels. Son héritage reste immense. La Morgan Library and Museum, comme elle a été renommée, est considérée comme l'une des plus belles bibliothèques et collections d'art au monde à avoir été développée grâce à des fonds privés. À part J.P. Morgan lui-même, personne n'a été plus responsable de son développement que Bell d'Acosta Green. À l'été 1904, New York était secoué par un scandale. John Platt, millionnaire, a accusé Anna Elias, une femme noire au passé mystérieux, de chantage. Sur 685 000 $, soit près de 30 millions aujourd'hui, Anna Elias devint sans doute la femme noire la plus riche et controversée d'Amérique. Rejoignez-moi pour explorer son histoire. La date exacte de naissance de Anna Elias est inconnue, mais elle est née à Philadelphie en 1865, l'année où la guerre de sécession a pris fin. Son père, Charles Elias, était cuisinier-traiteur et marié à Mary Elias. Charles était afro-américain et amérindien. La mère de Anna, Mary, avait aussi la peau très claire. Cela a fait que Anna avait un teint de peau plus clair, ce qui a joué un rôle dans sa vie plus tard. Comme nous le verrons, Anna a grandi dans une famille très nombreuse. Elle était l'un des 9 enfants de ses parents. Ils vivaient dans le quartier afro-américain le plus riche de la ville. Bien que la taille de leur famille signifiait que, même si Charles gagnait bien sa vie, ils étaient en loin d'être riches, la famille était tout de même bien considérée et gravissait régulièrement l'échelle socio-économique. Charles les installa dans une maison plus grande, dans un quartier parmi les avocats et hommes d'affaires noirs de Philadelphie. Elle et ses frères et sœurs fréquentèrent l'école publique et ont reçu une bonne éducation. Au-delà, nous savons peu sur l'enfance de Anna. Ce n'est qu'au mariage de sa sœur Hattie en 1884, alors que Anna avait environ 19 ans, que son histoire commence réellement. Avant le mariage, Anna avait commencé à travailler chez une femme riche du nord de Philadelphie. On découvrira plus tard qu'avant le mariage de sa sœur, Anna avait décidé d'emprunter une robe coûteuse dans la garde-robe de ses employeurs. Au mariage de Hattie, beaucoup ont commenté à quel point la robe de Anna était élaborée et raffinée. Elle était, pour citer un des invités, la reine de la soirée. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Peut-être qu'Anna voulait remettre la robe où elle l'avait prise, espérant que personne ne remarquerait son geste. Quelques jours plus tard, avant son retour au travail, des policiers sont venus chez les Elias et ont arrêté Anna. Son employeur avait constaté l'absence de la robe et compris qu'Anna l'avait prise. À cette époque, les Afro-Américains n'avaient pas réellement accès à une procédure régulière étendue aux États-Unis, s'ils étaient suspectés d'un crime contre une personne blanche. Ce soir-là, Anna fut vite jugée et reconnue coupable de vol. Elle fut condamnée à 4 mois de prison à Moyamensing, à Philadelphie. Là, elle fut enfermée dans une section avec environ 40 autres femmes. Le reste de la prison était occupé par des hommes dont beaucoup étaient là pour des crimes violents et indicibles. Elle allait purger ici ses 4 mois de peine, et c'est alors que sa vie allait prendre un tournant sombre. La première rencontre de Anna avec le crime a marqué sa vie. Lorsqu'elle a terminé sa peine et a essayé de rentrer chez elle, son père n'a plus voulu qu'elle vive avec le reste de la famille. Sans argent et sans endroit où vivre, elle s'est dirigée vers le nord, à New York. Là-bas, elle a rapidement commencé à subvenir à ses besoins de la seule manière qu'elle connaissait. En peu de temps, elle est devenue prostituée. C'était dans le quartier du Tenderloin, une zone de New York connue pour ses nombreux hôtels et la présence nocturne des dames de plaisir. L'arrivée d'Anna ici n'a pas été facile. Enceinte en 1885, elle donna naissance début 1886 à une fille, Clara, qu'elle fit adopter. Peu après, elle a été jugée pour prostitution et condamnée à 1 mois de prison sur l'île Roosevelt dans l'East River. Anna a été libérée peu après et est vite devenue plus prudente dans ses affaires.
Elle a aussi prétendu être cubaine à cause de sa peau claire. Anna a vite pu louer un logement et subvenir à ses besoins. Elle poursuivrait ainsi pendant des années. Elle eut tellement de succès qu'elle commença à gagner beaucoup d'argent en plus et acheta des propriétés qu'elle louait pour compléter ses revenus. De nombreuses propriétés étaient situées au nord de Central Park, dans le nord de Manhattan, près de l'actuel Harlem. Ce n'était pas encore une communauté afro-américaine, et de vieilles familles new-yorkaises vivaient toujours dans cette ancienne colonie hollandaise. Au XVIIe siècle, Anna vivait entre Manhattan et sa luxueuse maison de plage à Far Rockaway, proche d'Atlantic Beach, sur Long Island, bien que toujours dans l'arrondissement du Queens. Au début des années 1900, elle vivait dans le luxe, entourée d'une femme de chambre, d'un majordome et d'un personnel de maison. Les rumeurs sur sa fortune enflaient jusqu'à ce que la vérité sur sa richesse éclate lors d'un des plus grands scandales de New York. Peu de temps après son arrivée à New York en 1885, Hannah avait reçu la visite de John R. Platt. À l'époque, c'était un homme d'affaires new-yorkais aisé d'une soixantaine d'années, né en 1820, qui avait fait fortune dans la vente de verre plat. Cette première visite se transforma rapidement en une liaison plus fréquente après que Platt eut de nouveau croisé Elias à Manhattan en 1887. Avant les téléphones portables et la communication moderne, les femmes du Tenderloin changeaient souvent d'adresse pour fuir la police. Anna et son amant trouvèrent un moyen secret de communiquer, comme beaucoup d'autres. En utilisant les noms Bessie et Papa, ils passèrent des annonces codées dans la rubrique des petites annonces d'un journal new-yorkais. Des messages indiquaient où ils seraient chaque nuit. La relation secrète de Hannah et John n'était pas une simple aventure, elle allait durer des années. John Platt était un homme marié et une personnalité bien connue à New York. La discrétion était cruciale, et il appréciait la réserve de Hannah. Platt s'est vite mis à lui donner beaucoup d'argent. Plus tard, selon certains témoignages, il lui versait entre 2000 et 6000 dollars par mois, soit aujourd'hui entre 70 000 et 210 000 dollars. Il lui a aussi conseillé d'investir cet argent dans l'immobilier et les actions. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne riche, finissant par devenir l'une des femmes les plus riches du monde, peut-être même la femme noire la plus riche des États-Unis. L'un des premiers investissements de Hannah, conseillé par John Platt, fut une maison près de chez lui où elle loua des chambres. En 1895, un soir, Platt rendit visite à un locataire. Cornelius Williams, un homme noir alors résident, ouvrit la porte agacé. Platt, sous le nom de Monsieur Green, demanda si les gens étaient là, mais Williams lui ferma la porte au nez. Il demanda plus tard à une domestique qui était cet homme, et elle lui répondit que c'était un certain Monsieur Green. Quelques semaines plus tard, Elias expulsa Williams. Il était obsédé par elle, et son expulsion l'a profondément marqué. Convaincu que le mystérieux Monsieur Green était responsable, il est parti furieux et a juré de se venger. 8 ans plus tard, par un froid après-midi de novembre 1903, André Haswell Green, le génie discret de Central Park et la bibliothèque publique de New York. Il rentrait chez lui après un déjeuner familial, approchant de ses marches d'entrée. Cornelius Williams attendait, paranoïaque, délirant et toujours obsédé. Prenant Green pour Platt, Williams sortit un revolver et tira. Green est tombé là où il était, sans savoir qu'il serait victime d'une vendetta qui ne le concernait pas. Cornelius Williams fut ensuite jugé, déclaré fou et passa le reste de sa vie dans un asile d'aliénés. En 1890, Hannah épousa le cheminot afro-américain Christophe Smith. Mais malgré ce mariage, sa relation avec Platt continua. Smith finit par partir en 1897, affirmant qu'il trouvait la relation de sa femme avec Platt intolérable pour le faire taire. John a discrètement résolu les problèmes juridiques et donné plus d'argent à Hannah pour tout cacher. À ce moment, la femme de Platt était décédée et il acheta rapidement à Hannah une belle maison près de Central Park pour la voir plus souvent. Mais au fil des années, Platt devint mal à l'aise. La culpabilité, la cupidité ou la peur, quelque chose se tordait en lui. Et lorsqu'il a finalement craqué, leur secret passionné, leur romance allait exploser en l'un des scandales les plus fous que New York ait jamais connus.
La relation de Hannah avec Platt serait restée inconnue sans les événements exceptionnels de l'été 1904. À cette époque, Platt a poursuivi Hannah, l'accusant de lui avoir extorqué beaucoup d'argent au fil des ans pour garder le silence sur sa première visite. Au fil du temps, la somme en jeu était devenue stupéfiante. Platt affirmait qu'au total, Hannah lui avait extorqué un peu plus de 685 000 $ par chantage. Calculer la valeur historique de l'argent peut être compliqué, surtout sur de longues périodes avec des économies changeantes. Nous pouvons donc conclure que le montant dans ce cas équivaut à peu près à 30 millions de dollars aujourd'hui. La somme importante a attiré l'attention des New-Yorkais, et les journaux ont suivi chaque rebondissement de l'affaire pendant des mois avec enthousiasme. Platt a donné une excuse originale pour expliquer son implication initiale avec Elias. Il a précisé qu'il n'était pas allé la voir pour du plaisir. Non, selon lui, tout a commencé à la fin des années 1880, lorsqu'il serait soi-disant entré par hasard dans un salon de massage. Elle y est allée simplement pour soulager un mauvais cas de rhumatisme, pas pour quelque chose de plus intime. Il a ensuite affirmé qu'il lui avait rendu visite de nouveau dans les années 1890 et avait commencé à l'aider financièrement pour ouvrir une pension. Ensuite, selon Pauvre Platt, il était devenu la victime involontaire de sa méchanceté. Hannah, affirmait-il, avait commencé à le faire chanter. S'il cessait de lui donner beaucoup d'argent, elle irait voir sa famille et prétendrait qu'il lui rendait visite depuis des années, pour des nuits passionnées. Platt, figure majeure des affaires à New York, a vu sa déclaration prise au sérieux par la police. Hannah refusait de coopérer. Quand la police l'a approchée, Hannah a refusé d'être interrogée. Ils ont envahi sa maison de ville et saisi tout ce qu'ils pensaient lié à l'affaire. Elle a été emmenée à la prison des Tombs, au sud de Manhattan, tristement célèbre pour son atmosphère lugubre. Hannah a passé des jours tendus en prison avant d'être soudainement libérée dans un retournement stupéfiant. Les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer son affirmation selon laquelle Hannah l'avait fait chanter. Malgré les sommes énormes en jeu, il s'est avéré que Platt avait donné l'argent volontairement chaque année. Il est vite apparu que Platt n'avait accepté l'affaire qu'à contre-cœur. La véritable pression venait de sa famille. Une fois qu'ils ont découvert la fortune qu'il avait discrètement donnée, la panique s'est installée. Ce qu'ils croyaient être un grand héritage avait presque disparu et ils cherchaient un responsable après le retrait des accusations par Platt. Une fois que la police n'a rien trouvé pour étayer leurs accusations, sa famille a pris les choses en main, traînant Hannah devant le tribunal civil pour récupérer l'argent. Mais comme auparavant, ils sont repartis bredouille. Au début de 1905, l'affaire a commencé à s'essouffler et Hannah aurait été innocentée. Cet épisode entier avait été étrange et démontrait la politique raciale de New York au début du XXe siècle. Par exemple, les journaux semblaient plus se concentrer sur les origines raciales de Hannah que sur l'affaire en elle-même. Et certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire qu'elle était une femme née à l'étranger. Dans les années 1900, la migration européenne vers New York culminait et les gros titres sur une prostituée étrangère escroquant un vieil homme de 80 ans se sont rapidement propagés. Le scandale a révélé les peurs et suspicions de la ville face à l'arrivée de nouveaux venus qui bouleversaient tant leur monde. Hannah est restée à New York pendant de nombreuses années. Elle vivait des loyers de ses nombreuses propriétés à Harlem. Elle a finalement déménagé dans le nord de Manhattan pour plus d'anonymat, après la célébrité non désirée de 1904. Platt est mort en 1908, laissant une succession de 10 000 $, environ 350 000 $ actuels, une somme minime face à son ancienne fortune. Sans surprise, rien n'a été laissé à Hannah et elle n'a pas assisté aux funérailles. Dans les années 1910, elle a mené plusieurs transactions immobilières à Harlem, alors en plein essor pour les Afro-Américains aisés. À la veille de la renaissance de Harlem des années 1920, Hannah a peu observé cette explosion de la culture afro-américaine. En 1923, épuisée par sa réputation à New York et pour éviter des poursuites liées à son passé financier, elle décida de partir définitivement. Elle et son majordome japonais Kato embarquèrent pour l'Europe et ne revinrent jamais. Hannah s'installa en France.
Ce qui s'est passé par la suite est devenu une source de mythes. Selon une version, elle serait morte à Paris, une autre dit qu'elle est décédée dans le luxe sur la Côte d'Azur, fin année 1920. Ce fut une fin haute en couleurs pour une vie haute en couleurs. Un bel après-midi d'octobre 1781, une brise fraîche soufflait sur Yorktown, Virginie. Une file de soldats britanniques s'avançait sur le terrain plat au nord de la ville. Devant eux se dressait une ligne de soldats américains, un spectacle familier pour beaucoup après 6 ans de guerre sur ce continent. Les hommes en uniforme n'étaient même pas venus pour se battre, mais pour la cérémonie et la diplomatie militaire. Ils étaient présents pour marquer une reddition annonçant la fin de la guerre d'indépendance. À leur droite se tenait un groupe d'officiers français sous la bannière blanche et or de la famille Bourbon, accompagné du marquis de Lafayette, le général français, dont le génie avait porté ses fruits pour la jeune armée continentale. À leur gauche se trouvaient les forces victorieuses de l'armée continentale, menées par l'intrépide Benjamin Lincoln, dont le cousin Abraham superviserait plus tard une victoire américaine pendant la guerre civile. Les réguliers britanniques, déjà gênés par la situation, furent encore plus humiliés par une absence flagrante dans leurs rangs. Le général britannique Charles Cornwallis a simulé la maladie. Malgré les soupçons sur ses motivations, il refusa de venir à Yorktown pour remettre son épée et reconnaître la défaite du roi George. Ni Cornwallis ni George Washington ne participèrent à la reddition. Cela permettrait une issue pacifique à la guerre. Mais du côté américain, aux côtés de hauts gradés comme Lafayette et Washington, se trouvait un visage que bien des soldats britanniques auraient en trouvé familier. Ce n'était pas le visage pâle habituel d'un soldat continental, issu de la ferme ou des métiers, venu combattre pour la liberté. C'était le visage d'un homme noir, James Armistead, serviteur et agent double de l'armée continentale. Alors que certains dans la nouvelle nation n'étaient même pas d'accord sur la question de son humanité. James avait joué un rôle essentiel dans la reddition de l'Empire et dans la Révolution américaine dans son ensemble. La surprise des soldats britanniques ce jour-là était bien moindre que le choc du général Cornwallis lorsqu'il visita Yorktown plus tard. Depuis plusieurs années, il croyait que James était son serviteur de confiance, chargé d'infiltrer l'armée continentale et de transmettre des informations au quartier général britannique. Bien au contraire, James espionnait pour l'armée continentale depuis des années, jouant parfaitement son rôle parmi les espions les plus efficaces et dangereux d'Amérique. Toutes les informations reçues par Cornwallis de James au fil des années étaient des mensonges. En fait, presque rien de ce que l'armée britannique croyait à propos de James n'était vrai. Son histoire n'était pas celle de la loyauté à l'Empire, mais d'années d'infiltration au profit des révolutionnaires américains apportant des gains clés aux rebelles. Cornwallis ne ressentait que du mépris. À une époque où le destin des nations était bouleversé par de grandes manœuvres militaires, des combats et des chefs conflictuels. L'échec de l'Empire britannique à réprimer la rébellion en Amérique du Nord fut en partie causé par un homme qu'il jugeait invisible. Peu d'Américains connaissent James Armistead Lafayette, et encore moins ses origines. Personne n'aurait pu anticiper la grandeur du parcours héroïque que sa vie allait devenir en réalité. Cependant, l'histoire de James est essentielle. Non seulement pour son statut parmi les héros oubliés de la Révolution américaine, mais aussi pour les nombreux rebondissements de sa vie, qui vont à l'encontre de nos sensibilités modernes concernant les relations raciales et l'interaction entre oppresseurs et opprimés. James, né esclave, a travaillé pour la nation qui l'opprimait et a utilisé sa couleur de peau pour provoquer la chute d'un empire, qui, bien que hostile, lui aurait offert la liberté en échange de son obéissance, et pourtant un homme qui, à la fin de sa vie, possédait aussi des esclaves. Nous devons résister à la tentation de regarder l'histoire de James à travers nos nombreuses perspectives du XXIe siècle et plutôt revenir au XVIIIe siècle. Examiner sa vie telle qu'elle était vraiment pour le comprendre comme une personne plutôt que comme un simple symbole des questions soulevées par son histoire. À une époque où race et politique suscitent le scepticisme envers l'expérience américaine, l'histoire de James offre un éclairage. Exemple frappant d'une personne qui, vu son vécu, aurait dû avoir peu de choses positives à dire sur l'Amérique.
et qui allait pourtant devenir l'un de ses plus intrépides défenseurs. Même un lecteur avisé ignorerait un jeune esclave grandissant dans la plantation de son maître, dans le comté de New Kent, entre Williamsburg et Richmond en Virginie. Né au milieu des années 1700, les estimations de sa naissance varient entre 1748 et 1760, la filiation de James était inconnue. Son avenir serait sans doute resté inconnu sans l'homme curieux qu'il pouvait servir. Pendant une grande partie de sa vie, William Armistead possédait plusieurs dizaines d'esclaves, dont beaucoup, y compris James, qu'il avait hérité de son père, le colonel John Armistead. William, patriote déclaré, gagnait une partie de sa vie en vendant du bétail et des provisions à l'armée continentale. Il avait également grandi avec James, né en 1751, et tous deux avaient reçu à peu près la même éducation, apprenant probablement côte à côte dans la maison du colonel, comme c'était la pratique à l'époque. L'éducation des esclaves était interdite dans les Carolines, mais autorisée en Virginie. James a appris à lire et écrire le français et l'anglais, bien que cette éducation ait surtout visé à accroître sa valeur pour l'industrie de son maître. Cette éducation allait lui être utile d'une façon qu'il était impossible de prévoir pour lui et William. L'Empire britannique, bien qu'il ne corresponde peut-être pas aux normes modernes d'éclairage en ce qui concerne l'état des relations raciales, n'ignorait pas la lutte des Américains avec l'institution de l'esclavage et la façon dont ces luttes s'entremêlaient avec la tentative d'indépendance du jeune pays, que ce soit par une manœuvre habilement conçue pour retourner les esclaves américains contre leurs maîtres ou simplement pour augmenter ses effectifs. Le gouverneur de Virginie, Lord Dunmore, déclara en 1775 que tout esclave rejoignant l'armée britannique obtiendrait sa liberté en échange de sa loyauté. J'étais esclave avec un maître patriote et une jeune famille. Le fait que James rejoigne l'armée britannique aurait compromis son avenir, sans parler de la femme et des enfants qu'il aurait effectivement abandonnés. Pourtant, la montée rapide de la ferveur américaine pour l'indépendance montrait clairement, tant au jeune esclave qu'à son jeune maître, que la vie de James n'allait probablement pas se limiter au simple rôle de serviteur. La guerre dans les colonies a forgé de nombreuses alliances improbables entre les patriotes américains et ceux à travers le monde, qui éprouvaient de la sympathie pour la cause de la Révolution et partageaient la haine des oppresseurs britanniques des colons. Le marquis de Lafayette était l'un de ces alliés. C'était un noble français et un commandant militaire qui s'est porté volontaire pour rejoindre le camp américain sous le commandement de George Washington. Si l'admiration de Lafayette pour Washington était célèbre, il nourrissait une autre source de loyauté qui lui faisait partager la cause des patriotes. Il détestait l'esclavage, soutenant cette position par sa foi en la loi naturelle et les droits humains. Ce qui le mènera plus tard à jouer un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. Les convictions du marquis l'ont également conduit à un partenariat inattendu avec James Armistead lorsqu'il a rejoint l'armée continentale sous le commandement du marquis. Ce partenariat est vite devenu une amitié, et l'admiration du marquis pour l'intelligence de James s'est changée en désir de voir l'esclave devenir libre. Mais la route vers la liberté était longue et passait par une guerre à l'issue incertaine. Le marquis a compris que les talents et l'esprit vif de James étaient en sous-exploités comme simple soldat, et lui a donc proposé autre chose. Grand espionnage. Il a suggéré que James exploite l'envie de l'Empire d'enrôler des esclaves comme soldats. S'éclipser des lignes de front américaines et infiltrer l'armée britannique, recueillir tous les renseignements possibles et les transmettre à l'armée continentale. C'était une opération à haut risque. Pour le jeune James, la punition pour les espions capturés était la mort. James ne portait aucun papier prouvant son identité, ce qui le protégeait de mieux. Mais il ne pouvait s'expliquer s'il était interrogé. L'armée britannique n'était pas réputée pour son humanité durant la guerre d'indépendance. De nombreux soldats réguliers ont déserté en raison de mauvais traitements, rejoignant le groupe varié de fermiers, meuniers et citadins formant l'armée continentale. Si l'Empire était si dur avec ses soldats, il avait encore moins de chances de pardonner à un agent double, surtout un homme noir. James accepta l'offre du marquis.
Il aurait pu choisir de faire défection de l'armée britannique une fois en sécurité. Une tentation qui rongeait sa conscience chaque fois qu'il entendait parler de l'offre de liberté de l'Empire aux esclaves déserteurs. James, en tant qu'esclave, ne pouvait guère admirer les colonies américaines et leur récente déclaration d'indépendance avec un émerveillement total. Comment James a-t-il pu servir un peuple qui affirmait défendre la liberté et les droits inaliénables d'un simple geste ? Tout en maintenant également le système de l'esclavage qui retenait non seulement James, mais aussi sa femme et ses jeunes enfants dans un état inhumain de servitude. James devait choisir entre servir les Britanniques avec une liberté garantie mais une obéissance totale à la couronne, ou servir l'Amérique sans garantie de liberté. L'engagement philosophique de l'Amérique semblait cruellement ignorer sa propre situation en tant qu'homme noir, mais hésiter ou se réfugier dans la lâcheté silencieuse de l'inaction n'était pas la voie de James. Selon lui, il avait un devoir à accomplir. Même si la couronne britannique et l'armée continentale n'étaient pas totalement fiables, son ami le marquis de Lafayette l'était. Il décida de lui faire confiance et, en mars 1781, devint agent double de la Révolution américaine. Ironiquement, la première mission de James fut de mentir pour gagner la confiance des autres. Il franchit les lignes ennemies, se faisant passer pour un esclave en fuite pour entrer dans le camp britannique. Les soldats qui ont vu James la première fois ont-ils eu des soupçons ? Sans doute beaucoup en ont eu. Pourtant, l'Empire manquait d'hommes, et la promesse d'affranchissement du gouverneur royal a sans doute amené plusieurs généraux britanniques à exclure que des esclaves noirs rejoignent la rébellion. En outre, la guerre rendait James trop précieux pour être refusé. Pour les Britanniques, James était souvent considéré comme l'atout idéal. Sa vie en Virginie lui avait appris parfaitement le terrain et les routes près de Williamsburg et Richmond. Une qualité essentielle pour l'Empire, qui peinait à combattre une force de guérilla défendant une patrie qu'elle connaissait intimement. Aux yeux des généraux de la couronne, James était la pièce manquante. Non seulement il était une source fiable d'informations pour mener des manœuvres et coordonner les mouvements de troupes, mais son passé d'esclave instruit et lettré faisait de lui le candidat idéal pour l'espionnage. Démarche qui a sûrement valu à James bien des rires discrets. Les Britanniques ont chargé James d'infiltrer le camp américain pour recueillir des informations clés sur leurs mouvements, lignes d'approvisionnement et futures opérations. James a monté l'arnaque parfaite. En tant qu'esclave instruit, il incarnait ceux que beaucoup jugeaient invisibles dans la bonne société. Les hommes et les femmes réduits en esclavage qui servaient à la nourriture, transmettaient des messages et assistaient aux réunions américaines et britanniques, sans que personne ne prête vraiment attention à leur présence constante. Ces personnes avaient souvent la vision la plus précise de la situation du renseignement. Lors de telles réunions, James assistait aux réunions britanniques en gardant les yeux et les oreilles grands ouverts, notant soigneusement les informations dignes d'être transmises, de retour du côté des patriotes. L'Empire le renvoya au camp américain, pensant qu'il était espion, ce qui était vrai. Il transmettait tout ce qu'il avait appris au marquis et aux autres officiers qui, à leur tour, lui fournissaient de fausses informations à rapporter à la couronne. Bien loin d'être un domestique comme dans sa vie passée sous William Armistead. L'habileté de James l'avait mené de porter de l'eau et d'accomplir de simples courses, à travailler comme courrier pour les hauts gradés britanniques, notamment Benedict Arnold et le général Charles Cornwallis lui-même. Cornwallis, aristocrate britannique engagé dans l'armée royale en 1757, durant la guerre de 7 ans, fut un acteur clé de la campagne britannique en Amérique du Nord. Après avoir mené la couronne à la victoire à Camden, le passé de Cornwallis dans la haute société anglaise lui donnait une vision typique de l'époque sur la séparation des races. Une vision décisive. Après la guerre, général en Inde, Cornwallis, partisan de la séparation raciale, devint une cible facile pour un espion noir comme James. Il n'aurait eu aucune difficulté à pratiquer l'art de l'homme invisible auprès d'un général qui considérait à peine ceux de sa couleur de peau comme dignes d'attention.
À bien des égards, la prétendue invisibilité de James était ce qui lui conférait un tel degré de succès, et ce succès ne se limitait pas à bâtir sa réputation personnelle en tant qu'espion compétent. Le travail de James a permis à l'armée continentale d'obtenir sa victoire militaire la plus cruciale, battre l'armée britannique à Yorktown. Grâce à sa pratique minutieuse de l'espionnage ciblé, James a découvert des informations inestimables à rapporter aux lignes des Patriotes. En août 1871, James a appris que les troupes de Cornwallis allaient se déplacer de Portsmouth à Yorktown. Le général pensait que ce déplacement permettrait aux réguliers de recevoir renforts et provisions via les lignes d'approvisionnement proches de la baie de Chesapeake. Le général misait sans doute sur le secret et des renforts sur la côte est américaine pour mener la manœuvre avec peu d'opposition des rebelles. Un faux espoir que James s'efforçait de maintenir dans l'esprit de Cornwallis, dans sa confiance, tout comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Cornwallis ne prêta pas attention à l'homme invisible dans la pièce. James transmit l'information d'un déplacement vers Yorktown au marquis. La marine française imposa un blocus sur la Chesapeake, coupant tout espoir de secours britannique par la mer, alors que les Français préparaient l'écrasement de la ligne d'approvisionnement. L'armée continentale attaqua Cornwallis à Yorktown par voie terrestre, creusa des tranchées à moins de 1000 yards des lignes britanniques et lança de violents barrages d'artillerie. Sous Lafayette et le jeune colonel Alexander Hamilton, plusieurs attaques terrestres ont eu lieu. Le siège de Yorktown, débuté le 9 octobre, empêcha les réguliers de se déplacer vers de meilleures positions ou de recevoir des renforts de New York. Cornwallis se rendit moins d'un mois plus tard, mais sa fierté aristocratique le poussa à envoyer un représentant à la cérémonie de reddition. La victoire à Yorktown fut le tournant décisif permettant à l'armée continentale de finir la guerre. Après la reddition de Cornwallis et la perte d'un tiers de ses troupes, la couronne perdit la volonté de combattre. La guerre prendrait officiellement fin avec le traité de Paris en 1783. Pourtant, peu de signataires du traité ou de participants à la bataille de Yorktown comprenaient le rôle crucial qu'un esclave noir avait joué dans la victoire de l'armée de Washington. Ce mois d'octobre-là, sans les renseignements divulgués par James, l'occasion de piéger les forces britanniques à Yorktown aurait bien pu échapper aux patriotes. Ainsi, le travail d'espionnage magistral de l'esclave permit à la marine française de couper les renforts de la couronne juste à temps. Pour sa part, Cornwallis n'a probablement jamais su à quel point son serviteur avait contribué à provoquer sa défaite humiliante en Virginie. Les archives mentionnent un cas où Cornwallis vit James en uniforme américain lors d'une visite au marquis pour négocier la reddition. On raconte que le général aurait plaisanté. « Ah, coquin, alors tu m'as joué un tour tout ce temps. » James, né dans l'esclavage, mais doté d'une volonté indomptable et d'une intelligence et d'une astuce peu communes, avait réussi à déjouer l'un des généraux les plus éminents de la plus puissante armée de la planète. C'est cette qualité qui avait poussé le marquis à accorder sa confiance à James. Il y a toutes ces années, alors qu'il n'était guère plus qu'un esclave instruit et un domestique. À présent, il était un héros américain qui avait servi son pays avec honneur, affronté plus que sa part de danger, et était devenu un ami de toujours de l'une des figures les plus importantes de la Révolution américaine. Bien que, sans aucun doute, la réalité de la division raciale et de la politique de l'époque pesait lourdement sur les épaules de James, l'espion avait vu une opportunité là où beaucoup auraient vu un lourd fardeau. Les convictions séparatistes et suprémacistes raciales de nombreux aristocrates britanniques et colons américains suscitaient alors de nombreux commentaires et inquiétudes, notamment ceux qui critiquaient l'esclavage. Cependant, des hommes d'action comme James et le marquis de Lafayette ont compris que la rhétorique déshumanisante des hauts gradés de la couronne était un atout précieux pour l'armée continentale. James, en plus de ne jamais porter de papier, n'avait presque jamais d'armes à feu. En partant du principe que le danger d'être pris armé sous prétexte d'être un domestique éveillerait les soupçons. Il se déguisait presque toujours en domestique, sauf parmi les lignes américaines,
comme lors de la rencontre avec Cornwallis. Pourtant, les résultats de son travail, replacés dans le contexte de l'élan de la guerre d'indépendance, se classent en importance juste après les actions les plus marquantes de Paul Revere, Samuel Adams et John Hancock. Dans un monde de penseurs qui menèrent leur combat avec des mots, des déclarations et de grands discours, James Armistead était un penseur d'un autre genre. Sans sa façon réfléchie, mesurée et déterminée d'agir, les ambitions politiques et rhétoriques de ses pairs célèbres n'auraient jamais abouti. Que devient James Armistead après la guerre d'indépendance ? On peut supposer que lorsque James a quitté l'armée continentale, il était un héros et a pris sa retraite pour profiter d'une liberté méritée. Après tout, il avait tout risqué pour son pays, selon toute norme raisonnable. Il méritait la liberté et la gratitude de la nation pour son travail acharné durant des années afin d'obtenir la liberté. Et il est probable que son maître, William Armistead, aurait libéré James s'il en avait eu le pouvoir, mais la triste vérité est que ce n'était pas le cas. James ne pouvait pas être libéré, et il est resté esclave pendant des années. La cause de cette triste situation, fréquente autrefois et aujourd'hui en cas de misère humaine, venait de la réglementation gouvernementale. Depuis 1723, une loi en Virginie interdisait aux propriétaires d'esclaves de les affranchir librement. Une telle liberté, disait la loi, ne pouvait être accordée sous aucun prétexte, sauf pour certains services méritoires à juger et à approuver par le gouverneur et le conseil. En 1782, la Virginie a adopté une loi autorisant l'affranchissement des esclaves noirs ayant servi comme soldats durant la Révolution, considérant que le service militaire était suffisamment méritoire pour mériter le droit à sa propre personne. L'esprit de la loi a cédé à la lettre. James n'était pas un soldat malgré son service dans l'armée continentale. Il était un espion, quelqu'un qui n'a jamais porté d'armes et qui n'a presque jamais servi en uniforme. Pour des raisons évidentes et de façon exaspérante, la lettre de la loi a prévalu. Ainsi, ce n'est pas le patriote William Armistead qui a déterminé le destin de James, mais les laborieuses manigances de l'Assemblée législative de l'État de Virginie. C'est elle qui a déterminé si l'espion qui a aidé à sauver la Révolution américaine remplissait les critères pour obtenir l'affranchissement. Le processus a duré 5 ans, durant lesquels James a continué à servir William comme domestique. Cette épreuve a sûrement brisé le cœur du maître et de l'esclave, chaque jour où James était privé de liberté. À la fin du XVIIIe siècle, de nombreux esclaves restèrent des années en servitude à cause de maîtres cruels, refusant de perdre la valeur de leur travail. William a activement exhorté la législature de Virginie à libérer James et a soutenu son souhait de liberté, malgré sa position à la Chambre des délégués de Virginie. Durant une période de servitude de James, les progrès ont stagné. L'esprit bureaucratique, au lieu d'émanciper son héros patriote, avait conduit un maître à vouloir affranchir son esclave. Mais l'État lui a dit qu'aucune exception n'était possible. Pourtant, comme souvent dans la vie de James, l'espoir revenait toujours d'ailleurs. Le marquis de Lafayette, probablement le seul allié de James assez influent pour inciter la législature à agir, était indigné. Sa haine pour l'institution de l'esclavage ne fit que s'enflammer davantage en apprenant que le nouveau gouvernement américain refusait d'accorder cette liberté à James, à un homme qu'il voyait comme combattant et ami. En 1784, le marquis présenta à la législature des arguments pour l'affranchissement de son ami. Ceci certifie que James m'a rendu des services essentiels. Pendant mon commandement dans son état, ses renseignements sur le camp ennemi étaient soigneusement recueillis et fidèlement transmis. Il s'est parfaitement acquitté de plusieurs missions importantes que je lui ai confiées, et il me semble mériter toutes les récompenses que sa situation peut permettre. L'éloge d'un général de si haut rang a accéléré un processus qui, autrement, aurait pu traîner pendant le reste de la vie de James. En janvier 1787, le gouverneur de Virginie a signé la pétition garantissant la liberté de James. La législature a versé 250 livres sterling à William Armistead pour la perte de son esclave, soit plus de $20 000,
Aujourd'hui, après des décennies passées en esclavage, dont de nombreuses années en tant que mari et père, et plusieurs autres comme agent patriote derrière les lignes ennemies, risquant la mort chaque jour, James Armistead était véritablement et enfin libre. Armistead s'est installé dans l'est de la Virginie, près de William Armistead à New Kent. Il mena une vie heureuse avec sa femme et ses enfants pendant 40 ans et, malgré son passé, finit par posséder plusieurs esclaves. La vie à la ferme en Virginie était sûrement moins excitante que celle d'agent double. James, au nom d'une nation rebelle en guerre, n'oublia jamais son passé ni son rôle dans l'indépendance américaine. En 1824, il retrouve son frère d'armes, le marquis de Lafayette, lors de la visite du général à Yorktown pendant sa tournée aux États-Unis. James fut particulièrement marqué par la bienveillance du marquis à son égard dans sa jeunesse, son leadership pendant la Révolution et son dévouement à la liberté de son ami après la guerre. Il adopta le nom de Lafayette en hommage au général français, devenant James Armistead Lafayette. Il vécut ses derniers jours dans une certaine paix et prospérité. Il vivait d'une pension gagnée grâce à son service pendant la guerre et devint un riche propriétaire terrien dans la région, atteignant la ferme de 40 acres que les esclaves affranchis des décennies plus tard considéreront comme le signe d'une véritable réussite financière. En 1832, James mourut entouré de ses proches à l'âge de 72 ans. Malgré plusieurs plaques historiques commémorant sa vie et son service, son lieu de repos final demeure inconnu à ce jour. Certains pourraient rejeter plusieurs déclarations de James en faveur de la liberté, car il a ensuite choisi de posséder des esclaves, comme pour Washington et d'autres figures de la Révolution. Pour James, qui avait subi un racisme extrême et de nombreuses épreuves dans sa lutte pour la jeune nation, il a persévéré pour finalement obtenir le droit de posséder des esclaves. De nombreux auditeurs modernes y verraient la preuve qu'il n'était pas aussi moral qu'il le paraissait. Ou, comme cela a été soutenu, ce serait une erreur. Observer la substance de sa vie et ses réalisations montre que James incarne une réalité morale plus probable et inconfortable. Si des hommes du calibre moral de Washington avaient traîné des esclaves, cela semble d'autant plus probable. Un indicateur que même les personnages les plus moraux du passé de la nation n'ont pas été capables de dépasser complètement leurs préjugés culturels et leurs angles morts, et une indication que, s'ils ont échoué à le faire. Abordons peut-être cette réalité sans mépris, mais avec l'humilité d'admettre que notre morale moderne, prétendument supérieure, peut aussi avoir des angles morts. L'histoire de la Révolution américaine, en plus d'être le tournant historique qui allait former les bases politiques et philosophiques des États-Unis. C'est une histoire contenant des milliers de récits oubliés, témoignant de la vaillance, de l'ingéniosité et d'un courage moral exceptionnel de personnes ordinaires. James Armistead Lafayette est l'un de ces récits, né dans un monde de préjugés, de servitude et de haine raciale. James a continuellement fait le choix de voir les chances contre lui comme des opportunités et non comme des obstacles. Son choix de rejoindre l'armée continentale, aujourd'hui perçue comme héroïque, aurait pourtant pu prendre bien d'autres directions. Le marquis n'a jamais promis sa liberté contre son service. James devait faire confiance à la Providence et à sa propre amitié avec le marquis. Tout s'arrangerait à la fin. C'est cette confiance et son dévouement à la liberté qui ont poussé James vers une carrière que la plupart des natifs de son État n'auraient en pu que rêver. Son succès face à la servitude et sa détermination à surmonter les obstacles reflètent l'esprit révolutionnaire qu'il a aidé à préserver. James n'était ni homme d'État, ni orateur, ni philosophe. Il n'a laissé que peu d'écrits, sauf sa pétition pour l'affranchissement. Sa marque fut moins des discours enflammés que des objectifs atteints et un engagement fidèle envers l'indépendance américaine. Lors de chaque mission de renseignement, rapport ou opération d'espionnage, le marquis de Lafayette déclara n'avoir jamais vu un homme aussi superbe que le général Washington après la bataille de Monmouth. Pourtant, s'il avait été interrogé, il l'aurait sans doute reconnu.
Cette grandeur se reflétait aussi sur le visage de son ami, l'esclave affranchi et agent double de Virginie, James Armistead Lafayette. Issue d'une illustre famille italienne, Julia de Médicis était la fille illégitime du premier duc de Florence. Beaucoup pensaient maintenant que la mère du duc était nord-africaine, donnant à Julia la même origine. Tout semblait indiquer qu'elle grandirait comme une princesse. Mais en 1537, tout a changé. Giulia Romola di Alessandro de' Medici est née vers l'année 1535 dans la ville de Florence. Fille d'Alessandro de' Medici, duc de Florence, un homme d'origine mixte et sans doute le premier dirigeant noir de la Renaissance européenne. Comme vous le verrez dès sa naissance, la vie de Giulia était mêlée de secrets, de politique et de pouvoir. Pour comprendre son histoire, examinons ses origines et sa lignée. Giulia venait de la puissante famille Médicis, originaire du Mugello en Toscane. Ils ont fait fortune dans le commerce, puis fondé la Banque Médicis, la plus grande d'Europe au XVe siècle. Cette richesse incroyable les a aidés à accéder au pouvoir à Florence, surtout sous Cosme de Médicis et son petit-fils, Laurent le Magnifique. Pourtant, ils demeuraient citoyens. Mais tout allait changer en 1532. Alessandro de' Medici, père de Giulia, est né à Florence en 1510. Les registres montrent que son père, Lorenzo di Piero de' Medici, duc d'Urbino, appartenait à la lignée principale des Médicis. De nombreux historiens affirment qu'Alessandro était en fait le fils illégitime de Giulio de' Medici, futur pape Clément VII. Sa mère était Simonetta da Collavecchio, une femme que l'on pense avoir été servante dans la maison des Médicis, ce qui a conduit à des insultes occasionnelles, certains le surnommant par moquerie Alessandro Collavecchio. Alessandro était également connu sous le nom d'Il Moro, d'autant plus en raison de son teint particulièrement foncé, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles Simonetta était africaine, ou avait de fortes origines africaines. Un auteur français, Jean Nestor, a même affirmé dans un livre de 1560 que la mère d'Alessandro était une esclave mort. La vérité sur la naissance d'Alessandro, toujours débattue et non prouvée, pourrait rester un mystère. Une chose était claire, Giulio de' Medici, futur pape Clément VII, le considérait comme un fils, lui offrant soutien et protection exceptionnels. Le favoritisme de Giulio renforça les rumeurs à Florence. Il reçut une éducation privilégiée, formé à la diplomatie, la guerre et vécu parmi l'élite florentine. Ainsi, malgré son illégitimité, il fut traité avec faveur et préparé à diriger. À mesure que Giulio gagnait en pouvoir, surtout en devenant pape, le statut d'Alessandro se renforçait. En 1527, durant la guerre de la Ligue de Cognac, un soulèvement força la famille Médicis à quitter Florence. Alessandro a fui la ville et vécu en exil plusieurs années. En 1529, le pape Clément VII conclut un accord avec Charles Quint pour restaurer le pouvoir des Médicis. Après un siège de 10 mois, Florence est tombée et en 1531, les Médicis ont repris le pouvoir comme véritables souverains. Alessandro a été nommé à la tête de l'État florentin et sa position a été officialisée en 1532. Il est devenu le premier duc héréditaire de la ville avec la nouvelle constitution, renforçant son pouvoir. L'ascension d'Alessandro a mis fin à la République florentine et instauré le règne dynastique des Médicis. Sa réputation de duc était mitigée. Ses partisans le considéraient comme le défenseur des pauvres, animé de bon sens et de justice. Mais ses détracteurs, surtout exilés après le siège de 1530, en dressaient un portrait plus sombre. Ils le qualifiaient de tyrannique, incompétent et moralement corrompu. Menant une vie fastueuse et débauchée avec de nombreuses maîtresses, l'une d'elles était Taddea Malaspina, une noble issue de la branche de Massa de l'ancienne famille Malaspina. De cette relation sont nés 2 enfants, Giulio, né en 1532, et Julia, née en 1535. Comme mentionné précédemment, à cette époque, les nourrissons vivaient avec leur mère, entourés de nombreux membres du personnel, avec tous les luxes d'être enfants du duc. Bien qu'ils soient tous deux illégitimes et ne possédaient aucun titre officiel, Alessandro les a reconnus et s'est assuré qu'ils soient bien pris en charge.
Ils étaient nés Médicis, ce qui leur assurait une place unique au palais. Bien qu'il n'existe aucun document attestant qu'il les ait officiellement nommés héritiers, de nombreux historiens pensent qu'il avait tout de même des projets pour eux. Alessandro, issu d'une naissance illégitime, avait accédé au pouvoir et espérait peut-être que ses enfants obtiennent une grande influence ou un statut, voire le pouvoir. En 1536, l'empereur Charles Quint honora sa promesse au pape Clément VII en mariant sa fille Marguerite d'Autriche au duc Alessandro de' Médicis. Ce mariage était une alliance stratégique visant à renforcer la position d'Alessandro à Florence et à obtenir des héritiers légitimes. Malgré le prestige de sa nouvelle épouse, Alessandro resta fidèle à sa maîtresse Taddea Malespina. Comme de nombreux dirigeants de l'époque, il voyait le mariage comme un devoir d'État, non du cœur. Alors que son pouvoir paraissait assuré, des événements se préparaient déjà, menant à sa fin soudaine et violente. Dans la nuit du 6 janvier 1537, Alessandro fut attiré dans une rencontre privée et assassiné par son propre cousin et confident, Lorenzino de' Medici. Alessandro mourut à 26 ans sans héritier légitime. Marguerite d'Autriche n'avait que 14 ans à l'époque, et l'union n'avait donné aucun enfant. Étrangement, quelques mois après sa mort, un dernier enfant nommé Porzia naquit d'une autre maîtresse, dont l'identité s'est depuis perdue dans l'histoire. Sa naissance, entourée de mystères, ajouta une dernière note d'intrigue au règne bref mais controversé d'Alessandro. Après la mort soudaine d'Alessandro, le pouvoir à Florence changea brusquement et ses enfants furent aussitôt plongés dans la tourmente politique. Giulio, alors âgé de 4 ans et unique fils d'Alessandro, fut écarté de la succession du duché. À la place, Cosimo Ier, un membre de la branche cadette des Médicis, fut élu comme nouveau duc de Florence, Cosimo Ier lui-même. Adolescent lorsqu'il prit le pouvoir, il promit de veiller sur les orphelins de son prédécesseur et, apparemment, il respecta cet engagement. Giulia fut envoyée à la Villa di Castello, paisible domaine familial près de Florence. Éloignée des attentes rigides de la vie à la cour, elle fut placée sous la surveillance attentive de la mère de Cosimo, Maria Salviati, une femme pieuse et autoritaire dotée d'une grande influence. Pour certains, le départ de Giulia ressemblait à un exil, mais elle n'était pas seule. Elle partageait sa maison et sa chambre avec Bia de' Medici, fille illégitime et aînée de Cosimo. N'ayant que 2 ans d'écart, les filles ont grandi davantage comme des sœurs que comme des cousines. Leur lien était très fort. Maria Salviati, pleine d'énergie chaleureuse, veillait avec soin sur les filles à Castello. Notez une grave crise de fièvre en février 1542. Giulia, alors âgée d'environ 7 ans, a survécu à la maladie. Mais la petite Bia, 5 ou 6 ans, n'a pas eu cette chance. Sa mort a marqué un sombre chapitre dans l'histoire de la nurserie. La jeune Bia a été profondément pleurée par Giulia, ainsi que par sa grand-mère Maria et bien sûr par son père Cosme. Adulte, Giulia s'est intégrée à la cour, bien qu'elle soit fille de l'ancien duc. Sa filiation n'était pas un désavantage, et sa descendance de la lignée principale des Médicis a été honorée après l'assassinat de son père. Même comparée à Jules César par Brutus, elle montrait une grande fierté pour sa lignée et une assurance remarquable. Elle a également reçu une éducation complète, apprenant les bonnes manières, les arts et les langues qui convenaient à une femme noble. Bien qu'illégitime, elle était traitée en membre de la famille avec une grande attention à son apparence et son statut. Un jour, quand Giulia avait 12 ou 13 ans, Éléonore de Tolède, l'épouse de Cosimo, se mit très en colère car la cape d'équitation de Giulia était mal faite. Elle était trop courte et sans les ornements qu'Éléonore avait demandés. Giulia devint une jeune femme accomplie, et beaucoup remarquaient sa ressemblance avec son père Alessandro, avec les mêmes traits marqués et les cheveux bouclés. Bien que sa peau soit plus foncée que celle des autres dames de la cour et qu'on lui attribue une ascendance africaine, beaucoup la trouvaient simple belle. C'est alors que Cosimo envisagea des perspectives de mariage. En 1550, à 15 ans, Giulia eut son premier mariage organisé par Cosimo. Son mari devait être Francesco Cantelmo, duc de Popoli, un noble de haut rang. Sa dot était énorme,
valant l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars actuels. Ce mariage marqua l'entrée officielle de Julia dans la société aristocratique. Elle n'était plus seulement pupille des Médicis, elle était désormais duchesse. En 1555, 5 ans plus tard, la tragédie frappa encore. Francesco Cantelmo mourut, laissant Julia veuve dans la vingtaine. Dans son chagrin, elle commanda un portrait à Alessandro Allori, l'un des grands artistes de Florence. Sur le tableau, Julia apparaît digne, pleine de tristesse et fière. Près d'elle, une chaise sculptée à accoudoir incliné est visible. Et les historiens de l'art ont proposé de nombreuses interprétations quant à ce que cela représente. Certains voient un terrain escarpé gravi par Hercule, d'autres y voient le mont Laverna, lieu sacré lié à saint François d'Assise. Beaucoup d'autres théories ont été avancées, mais la plupart s'accordent seulement sur ce point. Julia a utilisé la peinture pour répondre aux critiques sur les origines nord-africaines de sa grand-mère et son mariage avec un conducteur de mulets de Colovecchio. Pourtant, malgré toutes ces suggestions, certains historiens de l'art ont affirmé que ce portrait ne représentait même pas Julia pendant son veuvage. Julia a passé pas mal de temps au couvent augustinien de San Clemente sur San Gallo. Sa demi-sœur Porzia y était abbesse et Julia soutenait financièrement le couvent. Elle a aussi soutenu d'autres institutions augustiniennes, se consacrant à la dévotion et à la charité durant ces années difficiles. En 1559, elle se remaria, cette fois avec Bernardetto de Médicis, un cousin de Cosimo Ier. Un an plus tard, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Alessandro, en l'honneur du nom et de la mémoire de son père. Au début de leur mariage, Giulia et Bernardetto donnèrent en de somptueuses réceptions et s'occupèrent d'affaires diplomatiques, mais la vie à Florence n'était pas sans conflit. 3 ans après le décès de son épouse, Eleonora di Toledo, le grand-duc Cosimo Ier, 46 ans, prit pour maîtresse la jeune Eleonora degli Albizzi, alors âgée de 23 ans. De leur relation sont nés 2 enfants, une fille en 1566 morte en bas âge, et Giovanni, né l'année suivante et légitimé plus tard par son père. Selon les rumeurs de la cour, Giulia aurait exigé d'être traitée comme l'égale d'Eleonora, une attitude audacieuse envers une femme déjà secrètement méprisée par beaucoup à la cour. Cette attitude a tendu sa relation avec Cosimo, et même après leur réconciliation, rien n'a vraiment retrouvé son état d'avant. La passion de Cosimo pour Eleonora s'est vite éteinte. Et en 1567, elle a été forcée d'épouser un noble déshonoré. Julia et son mari se sont finalement installés à Naples en 1567, où ils ont obtenu et sécurisé le titre et les terres de la principauté d'Ottaviano. Julia y a continué d'influencer. Elle a géré des domaines, soutenu des institutions religieuses et assuré l'avenir familial. Grâce à son fils Alessandro, ses descendants ont conservé le titre de princesse d'Ottaviano jusqu'à l'époque moderne. Bien que Julia ait marqué l'histoire, elle tombait peu à peu dans l'oubli. Pendant des siècles, elle a été retirée des œuvres d'art qui l'avaient célébrée. Un exemple marquant est une peinture de Pontormo montrant Maria Salviati avec un enfant. Pendant des siècles, Manley ne voyait que Maria, jusqu'à ce qu'une restauration en 1937 révèle qu'un enfant avait été effacé du tableau. La plupart reconnaissent aujourd'hui cet enfant comme Giulia de Medici. Sur le tableau, elle affiche une expression anxieuse tout près de Maria, et ses traits distinctifs ressemblent à ceux de son père, Alessandro. Aujourd'hui restauré, ce tableau est vu comme l'un des premiers portraits européens d'une jeune fille d'origine africaine et européenne. Cependant, certains ne sont pas d'accord. Au départ, la plupart affirmaient qu'il s'agissait de Cosme Ier, tandis que d'autres soutiennent que l'enfant est en réalité Bia de Medici. En notant que Julia et Maria n'auraient pas été assez proches pour justifier un portrait aussi tendre. Quelle que soit la vérité sur le tableau, son mari est mort avant elle, peu après 1576 à Naples. Giulia de Medici est décédée en 1588 à 52 ou 53 ans. Peu de documents relatent ces dernières années, mais sa vie resta liée aux fortunes et intrigues d'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Elle laissa derrière elle son fils Alessandro, qui devint seigneur d'Ottaviano et général des États pontificaux.
Ses descendants revendiquèrent plus tard le titre de grand-duc de Toscane après l'extinction de la lignée principale des Médicis en 1737, bien que leurs efforts aient finalement échoué. Au final, l'histoire de Julia rappelle que même ceux relégués dans l'ombre peuvent laisser un héritage qui traverse les siècles. Merci d'avoir regardé cette compilation sur ces figures historiques noires. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi aussi savoir dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez des vidéos plus longues ou plus d'histoires sur la culture noire. Aussi, j'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Voilà, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.